commencer la conférence dans 2 ou 3 minutes, le temps de le régler. Merci de votre patience. Ah non, ça va disconnecter tout le monde. Ouais. Attends, tu le rappelles, bien sûr. C'est parti. Ouais. Bien, bonjour à tous. On a été efficace, on vient de régler le problème technique en 30 secondes. C'est pour vous démontrer notre polyvalence. Bienvenue à notre webinaire sur la détection des talents. Quelques mots sur Qubix et nous pour ceux qui ne nous connaissent pas en tout cas, vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Donc, je suis Thomas Raymond Daru, je dirige Qubix France et je suis accompagné de Ludovic Herville, qui est consultant dans notre équipe. Bonjour. Qubix, en fait, c'est un cabinet de conseil en évaluation et en développement des compétences. On est implanté internationalement. On sait faire 4 choses que vous voyez apparaître ici. La présélection, c'est-à-dire aider les entreprises qui ont notamment des gros volumes de candidatures à gérer, à rencontrer plus vite les candidats qui leur conviennent. Les processus assez volumétriques nécessitent des approches assez spécifiques, notamment l'intégration avec des outils de gestion de candidature, l'utilisation d'outils psychométriques, la prise en compte de l'attraction et de l'expérience candidat dans le cadre de ce processus. Donc voilà le genre de choses qu'on embarque en fait dans cette offre. La sélection, donc là en fait ce qu'on propose essentiellement ce sont des outils et des méthodes pour objectiver, fiabiliser vos décisions de recrutement. Parmi les méthodes qu'on propose, il y a le célèbre questionnaire de personnalité PAPI, pour ceux qui le connaissent pas. La détection des talents, qui est le sujet qu'on va aborder plus particulièrement aujourd'hui. Donc comment on fait effectivement pour définir ce que c'est qu'un talent, arriver à le repérer, savoir prendre en compte des signaux faibles, quel processus on peut mettre en compte pour s'appuyer sur des bonnes pratiques en la matière. Et puis, une fois qu'on a détecté le talent, il ne s'agit surtout pas de s'arrêter là, mais il faut aussi le développer. Donc on a également une offre qui concerne le développement, pas uniquement managérial, mais donc sur tous les plans, on peut accompagner de façon individuelle ou collective les personnes ou les équipes dans les entreprises. Voilà, rapidement en tout cas les principaux savoir-faire de Qubix. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de Webiteo, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat. On est 2 aujourd'hui, donc ça, on pourra certainement le gérer sans aucun problème. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Du coup, talent or not talent, c'est la question un peu existentielle que se posent beaucoup de talent managers, j'imagine. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans les échanges avec nos clients. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, une détection correcte des talents est assez essentielle, puisque c'est le point de départ, c'est assez clé, c'est le point de départ de tout ce qui s'ensuit en matière de processus de gestion des talents. Parce qu'effectivement, en matière de recrutement, de promotion, de développement, de rémunération, etc., on ne va pas forcément investir sur tout le monde de la même manière. Et donc, c'est très important au départ de tous ces processus-là d'avoir une identification qui est correcte. Donc, on va regarder les bonnes pratiques en la matière et savoir comment faire justement pour repérer ces signaux faibles, puisque quand on parle de talent, on parle souvent il y a une dimension projective, donc c'est assez difficile de voir chez une personne sa capacité à faire certaines choses un peu plus loin dans le futur. Ça pose des problématiques particulières qui nécessitent du coup de mettre en face des méthodologies particulières. Alors, peut-être juste un tout petit peu de perspective historique avant qu'on commence. De remonter dans le temps ? Voilà, on va prendre la machine à remonter dans le temps, 2500 ans avant. Donc 2500 ans avant, on faisait déjà du talent management. Vous connaissez certainement tous si vous ne la connaissez pas en tout cas, ce proverbe chinois. Si tu veux une année de prospérité, cultive du riz. Si tu veux 10 années de prospérité, cultive des arbres. Et si tu veux 100 ans de prospérité, éduque des hommes. Si je peux me permettre, c'est Adeline, tu peux la prendre. Voilà, donc ça veut dire que normalement si depuis 2500 ans
réfléchit ou parle de talent management, on devrait avoir des bonnes pratiques sur lesquelles s'appuyer. Toutefois, il semble qu'entre 2500 ans et maintenant, il ne s'est pas passé énormément de choses. Et donc, de manière, on va dire, plus récente et plus moderne, on est vraiment rentré dans l'ère du talent management tel qu'on la connaît aujourd'hui, finalement avec cet article de McKinsey qui a fait date en 98. C'est vraiment ça la naissance du talent management. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans cet article et pourquoi il a eu autant d'impact? Il s'agit essentiellement de pointer le fait qu'on passe de l'ère industrielle à l'ère de l'information et que, on va dire, on met davantage l'accent sur des choses qui ont une valeur moins tangible, comme les connaissances par exemple, et qu'on passe de la gestion d'un capital matériel, financier, concret, pratique, très tangible donc, à quelque chose de plus immatériel, entre guillemets, comme la gestion du capital humain. Alors, notamment, en fait, ces études s'appuyaient sur tout un tas d'éléments démographiques, puisqu'en 2000, par exemple, McKinsey a toujours montré comment le problème démographique allait affecter le marché de l'emploi. Donc là, on voit effectivement la chute assez nette de la courbe, annonçant une forme de pénurie, ce qui a invité effectivement du coup les entreprises à se préparer à ça. Et puis sont suivis aussi tout un tas d'études, notamment sur le ROI en fait, de pratiques de talent management, c'est-à-dire est-ce que, pour parler simplement, est-ce que ça rapporte de l'argent de s'intéresser à cette question. Et donc, par exemple, ce qu'on voit là sur cette étude, c'est la différence de gains financiers, entre guillemets, entre un performeur moyen et un top talent dans des rôles opérationnels ou dans des rôles managériaux ou dans des rôles commerciaux. Évidemment, sans surprise, dans des rôles commerciaux, la différence est encore plus sonnante et trébuchante. Donc voilà, on va dire que le business case du talent est là et établi depuis un moment. Alors, vous pourriez me poser la question, là vous ne l'avez pas fait dans le chat, mais vous pouvez, je vous encourage à le faire. Est-ce que c'est toujours vrai 15 ans et une récession plus tard? Je mets récession entre guillemets, parce que tous les pays ne sont pas dans cette situation, si on prend la définition stricte de ce terme sur un plan économique, mais quand même l'économie n'est pas non plus totalement florissante et ça impacte le marché de l'emploi. Donc finalement, là, je suis allé regarder d'autres études que celle de McKinsey. Là, c'est l'étude de Deloitte qui est publiée annuellement sur les tendances globales de capital humain. Et ce qu'on voit finalement, c'est d'une part qu'on a toujours des difficultés pour assurer la succession des leaders, qu'à la limite, ces difficultés sont plutôt agrandies puisque les nouvelles générations qui rentrent sur le marché ont un petit peu moins de loyauté vis-à-vis des employeurs, donc ils sont un petit peu moins captifs, un petit peu moins faciles à fidéliser. Et puis, la gestion des talents est toujours un sujet prioritaire dans les CODIR, donc il y a une certaine visibilité maintenant de cette thématique qui dépasse très largement la sphère RH. En France, parce que là je vous montrais des études mondiales, voilà, plus particulièrement, l'ANDRH a fait une étude qui est vraiment intéressante. En 2013, bon, on pourrait me dire elle date un petit peu, mais quand même, sur l'existence et la maturité des pratiques de talent management. Ce qu'on voit dans cette étude, c'est que le verre est 2 tiers plein, mais 1 tiers vide quand même. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un tiers des entreprises qui ont juste même pas encore commencé à mettre en place une politique de gestion des talents, et de surcroît, parmi les entreprises qui ont mis en place ces politiques de gestion des talents, la plupart d'entre elles l'ont fait de manière récente. C'est-à-dire que dans les gens qui l'ont fait, seul 1 tiers a une politique de plus de 5 ans, c'est-à-dire probablement qui a pu être affinée et pour laquelle on commence à voir des résultats. Donc c'est work in progress, comme on dit, mais on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Autre type de publication qui va dans ce sens et qui est intéressante aussi, c'est celle de Bersin, qui place en fait les entreprises sur un modèle de maturité, entre guillemets, des processus de talent management. Et là encore, on voit un petit peu le même schéma apparaître, c'est-à-dire que la plupart des entreprises sont encore à un niveau de maturité
relativement bas, c'est-à-dire qu'en fait, elle se concentre sur certains processus critiques, essentiels, mais qu'est-ce qui distingue ça finalement des processus plus matures, plus sophistiqués? Ça va être le fait de justement pas s'intéresser à seulement certaines populations, mais à adresser la totalité des segments dans l'entreprise. Je réponds à la question que je vois apparaître, que bien sûr les slides seront disponibles. Et le webinaire est également enregistré. Voilà. Et il sera possible de toujours y accéder après. Tout à fait. Les modèles plus matures s'adressent effectivement à la totalité de la population et pas à un segment en particulier. Ils fonctionnent un petit peu moins en silo, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne s'intéresse pas uniquement au recrutement ou à la formation, mais tous les processus RH sont bien intégrés entre eux et il y a un fil conducteur dans les processus de talent management au sein de tous ces processus RH qui sont eux-mêmes alignés à la stratégie de l'entreprise et qui utilisent des méthodologies en tout cas plus sophistiquées, comme des méthodes d'évaluation par exemple, plutôt notre spécialité, mais aussi des méthodes de big data ou des choses comme ça, pour avoir une vision un peu moins court-termiste, mais un petit peu plus projective de la gestion des talents. Voilà ce qui va distinguer les différents modèles. Après, si vous tapez Talent Management Maturity Model Bersin sur Google, vous aurez la totalité de l'étude sans aucun problème. Alors, voilà où on en est. Donc ça reste toujours un sujet central et on voit qu'il y a du travail dessus depuis un moment, mais pourtant, ce qu'on constate vraiment, et alors pour le coup on le constate très quotidiennement chez nos clients, c'est que les pratiques de détection des talents, donc il y a une partie spécifique dans la politique de gestion des talents, restent en fait très très perfectibles. Pourquoi en fait ça fonctionne moins bien? D'abord parce que très souvent, quand on discute avec nos clients, on voit qu'ils peuvent avoir des modèles de compétences, mais quand on demande vraiment de préciser, mais sur la notion de talent, est-ce que vous avez précisé ce que vous entendez par talent ou par potentiel ou au potentiel? Et là, souvent, les critères ne sont pas définis ou mal définis, où il y a autant de définitions que d'entreprises, de stratégies d'entreprise, de managers. Voilà, donc il y a un manque de clarté en fait sur la cible qui est recherchée. D'autre part, on voit aussi des problèmes méthodologiques, c'est-à-dire que même quand c'est défini, encore une fois c'est plutôt rare, mais même quand c'est défini et même bien défini, les méthodes qui sont utilisées sont plutôt des méthodes d'évaluation à court terme, c'est-à-dire est-ce que la personne peut prendre le poste là demain. Or, le challenge quand on fait de la détection des talents, c'est pas ça, c'est de savoir si quelqu'un peut à 3, 5 ans prendre 1, 2 niveaux de plus. Donc il faut en fait des outils qui permettent de faire ça. Et ces outils appartiennent souvent à une famille un petit peu différente. L'autre élément, c'est évidemment la confusion entre la question de la performance et la question du potentiel. Là, on revient sur la 9box de McKinsey, puisque finalement, dans les talent reviews, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les managers ont évidemment un poids important, que ce sont d'excellents juges de la performance quotidienne, mais beaucoup moins bons du potentiel futur. Et que souvent, en fait, pour eux, performance égale potentiel. Or, on peut tout à fait avoir un très bon performeur qui a atteint son sommet, mais qui n'a pas forcément le potentiel pour aller plus loin. Donc la confusion entre ces critères gêne aussi la qualité de l'identification des talents. Et puis pour finir, les processus de consolidation, de remontée d'informations, de calibration qui sont utilisés ici sont souvent assez complexes. Donc il y a besoin de clarifier l'approche, de l'objectiver, de la structurer et si possible de la simplifier. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble. Je prends juste le temps de lire cette question. Alors oui, pourquoi pas, effectivement, à une condition, c'est-à-dire que c'est ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire que l'objectif de ça, ce n'est pas centré effectivement sur la détection des talents, mais si vous mettez cet objectif-là dans ces entretiens, encore une fois, sans avoir des critères qui sont bien définis, sans avoir des outils qui permettent de le détecter, sans avoir réfléchi sur la distinction claire entre la question du potentiel et de la performance, on passera à côté quand même. C'est-à-dire que ce soit dans le cadre de ces entretiens, que ce soit dans le cadre des talent reviews, que ce soit dans le cadre des entretiens de mi-année, annuels, enfin voilà, ça prend des formes différentes dans les entreprises. La question est moins la place qu'on va donner à ça dans tel ou tel process, mais plus la manière dont on va s'y prendre en fait. Et on vous montrera tout à l'heure un cas assez concret d'un client et la façon dont il l'a mis en œuvre.
Alors, on vous disait que un des premiers freins, c'était la définition, la clarté de la définition des critères. Donc là, si on regarde un petit peu sur un plan académique, quelles sont les publications qui existent dessus, est-ce que la recherche aide un petit peu? Bonne nouvelle, la réponse est oui, mais depuis peu. Cette étude là de Silzer and Church de 2009, quel intérêt elle a en particulier, c'est que c'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une étude sur toutes les études, enfin un très grand nombre d'études qui ont été réalisées sur ce sujet. Et elle pointe effectivement, on va dire, des dénominateurs communs dans tous les critères qui sont isolés dans les études un petit peu éparses par-ci par-là. Donc dans ces critères, sans surprise, on retrouve des éléments cognitifs, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, la gestion de la complexité, évidemment, un talent, c'est pas à lui qu'on va poser les problèmes les plus simples. Il y a des choses de l'ordre effectivement de la personnalité, la stabilité émotionnelle, la résilience, souvent des gens qui sont exposés à des situations potentiellement à forte charge et émotionnelle, ça fait partie de la complexité, mais c'est pas juste une complexité intellectuelle, ça peut être une complexité aussi émotionnelle. Les qualités d'apprentissage, est-ce que ce sont des personnes qui ont cette appétence, qui ont cette volonté de prendre leur propre développement en main? La motivation, est-ce qu'elles veulent aussi aller plus loin, progresser? Il ne s'agit pas uniquement d'avoir du talent, il s'agit aussi d'avoir très envie de l'exercer et de le développer. Alors, le leadership apparaît aussi dans ces études. En même temps, ça dépend de votre propre stratégie, définition du talent. Est-ce qu'il concerne uniquement des leaders? Est-ce qu'il peut concerner des experts? Donc, ça peut ou pas faire partie entre guillemets, de la liste de courses, si et seulement si la question de l'encadrement est centrale. Les performances, pourquoi pas? Souvent, on le voit effectivement en prérequis, parce que les personnes, effectivement, ont au moins performé dans les postes précédents, les années précédentes, ont eu certaines expériences de carrière. Est-ce qu'elles ont effectivement un parcours international, gérer un business en difficulté, ce type de choses? Et pourquoi pas certains prérequis de mobilité technique ou ce type de choses. Voilà. Donc, on voit quand même le paysage se dessiner un petit peu plus clairement et on voit quand même qu'il y a des dénominateurs communs qui ressortent dans les études, ce qui est quand même intéressant. Autre famille d'études très intéressante, c'est celle qui concerne les critères négatifs. Et là, je vous ai présenté les critères positifs qu'il faut avoir idéalement pour faire partie d'un vivier de talent. Mais on peut aussi regarder la question sous l'angle de quels sont ce qu'on appelle les facteurs de déraillement, c'est-à-dire les comportements bloquants que quelqu'un pourrait avoir et qui l'empêcheraient effectivement d'exprimer tout son potentiel. Et là, on voit quatre familles en fait, de facteurs de déraillement apparaître. Ce qu'on appelle les facteurs de déraillement plus business, parce que la personne effectivement a une vision un tout petit peu micro, étroite, ou est-ce qu'elle se repose sur une vision trop technique des choses? Du coup, ça manque de globalité, de portée stratégique dans son analyse. Est-ce qu'il y a des blocages sur le plan du leadership? Est-ce que la personne micromanage? Est-ce qu'elle ne sait pas utiliser à bon escient sa position de pouvoir? Est-ce qu'elle est un peu trop protectrice en fait vis-à-vis de sa position de pouvoir? Évidemment, il peut y avoir des facteurs de déraillement relationnels ou interpersonnels. Alors il ne s'agit pas juste d'être aimable ou diplomate, mais il s'agit plutôt de choses plus sophistiquées, c'est-à-dire une certaine capacité à décrypter les émotions des autres, de s'y adapter, de rentrer dans des jeux un peu plus subtils. Et donc on voit là des gens qui parfois ont certains handicaps pour ce registre-là. Et puis tout ce qui concerne le registre de la gestion de soi, c'est-à-dire des gens qui dégagent des comportements qui sont bloquants pour les autres, alors qui peuvent être même sur le terrain des valeurs, hein, mais quand on voit quelqu'un pas être sincère, pas être authentique, manquer de loyauté, manquer d'intégrité, manquer de conscience de soi aussi, ça peut être des choses qui ne sont pas forcément rassurantes pour les équipes. Voilà, donc la recherche, en tout cas, apporte une valeur ajoutée puisqu'elle précise un certain nombre de critères. En même temps, le problème de tous ces modèles qui restent des modèles théoriques, c'est que si on dit là, appliquons ça dans une talent review et demandons à nos managers de passer au crible de ces critères, les gens pour voir qui apparaît sur les radars, en réalité, ça fait quand même une bonne petite trentaine de critères. Et sur un plan pratique et opérationnel, ça ne marche pas, c'est encore trop en fait. Donc, même s'il y a un consensus qui émerge sur les ingrédients du potentiel, il y a encore besoin d'approfondir la réflexion pour voir comment on peut réduire cette liste à un nombre plus gérable. Et pour avoir des processus en fait plus digestes aussi. Tout à fait, ça fait partie de la simplicité qu'on expliquait tout à l'heure, c'est pas juste
C'est aussi le nombre de critères qu'on va demander de prendre en compte qui va avoir un impact sur la facilité qu'auront les managers à se les approprier, en fait. Donc, du coup, on a travaillé dans ce sens-là, avec vraiment comme feuille de route l'idée de se dire, si on prend les modèles théoriques qui existent, si on prend aussi notre expérience de collaboration avec un certain nombre de clients, est-ce qu'on peut arriver à réduire ça à un encore plus petit nombre de dénominateurs communs, de critères vraiment très centraux, vraiment très importants, et donc un peu plus gérables. Donc cette étude, on va vous la présenter, on l'a réalisée en fait sur un panel d'un peu plus de 4000 personnes, auprès de 9 clients, si ma mémoire est bonne. Il y a une vingtaine de pays qui sont couverts par l'étude. Et en fait, elle nous a permis d'isoler 6 facteurs, ce qui est vraiment intéressant déjà en termes de nombre, parce que pour le coup, 6 facteurs, voilà, ça rentre quand même dans l'esprit d'un manager, même très occupé au quotidien. Alors, ce modèle de talent qui s'appelle le Talent Indicator chez nous, mais le point important, c'est pas le nom, c'est le modèle. Je vais vous le présenter, comment il fonctionne. Les 6 facteurs sont ceux qui sont au centre là, en fait, qu'on voit apparaître en blanc. On va commencer par celui-ci, la résilience et l'adaptabilité. Qu'est-ce qu'on voit en fait ici? C'est en fait la nécessité pour ces gens d'arriver à se confronter à des expériences difficiles, des obstacles, des échecs, des difficultés, avec une posture en fait qui va être différente des autres. Est-ce que par exemple quand on se présente à eux une situation challengeante, est-ce que le premier réflexe c'est la crainte, l'inquiétude, le risque et la stratégie d'évitement, ou est-ce qu'au contraire ça les motive, ils y voient plutôt, ils voient les opportunités avant les risques, et c'est plutôt source d'énergie, et en fait ils voient les choses assez positivement, ils s'y adaptent assez facilement, et surtout ils ont cette capacité à gérer ce qu'on appelle l'ambiguïté, c'est-à-dire c'est pas parce que la situation n'est pas simple ou qu'il n'y a pas un cadre clair pour la résoudre, il y a peut-être même tout un tas de paradoxes auxquels il faut faire face, que ça dégrade leur efficacité. Et ils ont cette capacité finalement à arriver à faire abstraction, en tout cas à naviguer dans cette ambiguïté-là. Donc ils sont plus adaptables, plus résilients en fait, dans des situations problématiques, complexes, tendues, challengeantes. Ça c'est un premier point. Deuxième point, qui est la question de l'authenticité. Alors, ce qu'on voit, ce qu'on met derrière, en fait, c'est voilà, est-ce que la personne a un côté mercenaire, girouette, ou est-ce qu'elle a envie de s'inscrire dans un système, ce qu'on va appeler l'adhésion en entreprise, de valeurs partagées, communs, avec une colonne vertébrale, et qu'elle peut prendre ses décisions, en fait, en fonction de ça, et pas en fonction juste de l'intérêt du moment. Et l'intégrité, ça va être ça aussi, c'est-à-dire elle s'inscrit dans effectivement un schéma d'entreprise, elle ne joue pas personnel, elle comprend l'intérêt du collectif, en tout cas qui prend le pas sur l'individuel dans son cas, mais effectivement, c'est pas juste de l'honnêteté, hein, il y a un système de valeurs authentique qui est là, qui se voit pour les autres, et la personne souvent justifie ses décisions, ses comportements, par son cadre éthique et ses valeurs. Ce qui fait que sa boussole, finalement, elle indique souvent très très bien le nord et elle n'en dévie pas trop, en fait. Donc il y a une certaine constance, en fait, dans la façon dont la personne se comporte, agit, décide. Autre élément, qui est celui qu'on voit au centre, c'est cette détermination et cette capacité à se développer. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne vont pas attendre que les problèmes se présentent à eux pour les résoudre. Ils vont aller au-devant, souvent, de ces problèmes, être proactifs vis-à-vis de ça, et ça va souvent être notamment très vrai concernant leur propre développement. C'est-à-dire qu'ils ont, en anglais, on parle de learning agility, qui est un vocable plus connu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la capacité, en fait, à se confronter aux expériences d'apprentissage, les rechercher, solliciter le feedback et savoir en fait le transformer en compétences. Donc pas forcément avoir besoin qu'on vous fasse, qu'on vous prenne en main, mais les gens savent le faire eux-mêmes et arrivent en fait à transférer leur expérience passée ou l'expérience d'un univers différent à un autre univers. Donc elles ont une capacité à s'alimenter de leur expérience qui est assez singulière. Autre élément qui va être assez déterminant, c'est ce qu'on va appeler l'agilité dans l'environnement. On voit qu'ici, la question du réseau et de l'influence deviennent assez centrales. C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à des personnes qui vont se limiter à leur périmètre immédiat,
ou est-ce qu'au contraire, elles vont assez spontanément, pour débloquer une situation, pour faire avancer un sujet, savoir sortir de leur réseau, aller chercher les contacts qui sont utiles, peu importe l'endroit où ils se trouvent, peu importe s'ils y ont facilement un accès ou pas, et elles vont savoir mettre en œuvre des stratégies d'influence plus sophistiquées. Elles comprennent bien le jeu des acteurs, le jeu des alliés, les jeux politiques, elles savent assez bien lire en fait dans les intentions d'influence des autres, et elles arrivent bien à se positionner dans ce type de jeu-là en fait. Ce qui leur donne une forme d'agilité pour naviguer dans un environnement, même s'il est complexe, même s'il est politique, avec toutes les subtilités que ça implique. Sont souvent des gens qui arrivent à très bien gérer leur impact, parce qu'elles ont une conscience d'eux-mêmes qui les aide, entre guillemets, à s'autoréguler. C'est-à-dire que d'abord, elles ont conscience de leur impact sur le business et de leur impact sur les autres. C'est-à-dire jusqu'où je peux pousser mon équipe avant d'atteindre le point de rupture, qu'est-ce que mon organisation est prête ou pas à accepter, à encaisser. Et donc elles savent très bien poser les limites en fait, comprendre les limites du système et pas le faire bugger en quelque sorte. Et son impact par rapport aux autres, c'est aussi cette capacité à gérer, comprendre en fait comment les autres fonctionnent et s'adapter très bien au fonctionnement des autres. Et puis dernier élément, et je répondrai ensuite à la question, sur ce qu'on appelle la perspicacité, c'est-à-dire la gestion de la complexité, la pensée stratégique, la prise de décision. C'est-à-dire comment j'arrive, même dans un environnement complexe, même dans un environnement ambigu, à quand même me positionner, me déterminer, poser un cap et me déterminer en fonction de ça. Okay. Je prends juste le temps de lire la question qu'il y a sur le modèle. N'y a-t-il pas une contradiction entre la capacité à naviguer dans un environnement ambigu et l'intensité des facteurs? Oui, alors, est-ce qu'il y a un paradoxe entre authenticité et ambiguïté? Voilà, là on est au cœur, typiquement, des paradoxes et de l'ambiguïté à laquelle ces talents doivent faire face. Ils ont leur colonne vertébrale, c'est ce qui les aide justement à arriver à se déterminer dans un environnement complexe, ambigu, pas clair en fait. Théoriquement, je comprends le paradoxe, on pourrait dire, s'ils ont une colonne vertébrale, ils vont tout le temps se comporter effectivement par rapport à leur cadre à eux, en fait. Sauf que ils ont cette capacité à déformer l'image, à déformer le cadre, si la situation le nécessite, sans se trahir, évidemment. C'est bien ça la question, mais ils ne posent jamais la situation entre guillemets de façon binaire, c'est-à-dire effectivement noir ou blanc, conforme ou pas conforme à mes valeurs. Il y a toujours un continuum du gris et une variété de stratégies de réponse qu'on peut utiliser sur toute la palette possible. Voilà, donc en fait, alors évidemment, quand on va le voir tout à l'heure, mais quand on regarde comment on peut arriver à évaluer les gens sur tous ces critères, c'est extrêmement rare que les personnes cochent toutes les cases. Mais ce qu'on voit, c'est que chez les entreprises avec qui on a fait ces études, pour les personnes qui avaient des points forts sur ces critères-là, sont des points forts qui effectivement leur ont permis d'aller loin. En quoi en fait ça se distingue d'un référentiel de compétences classique? C'est que finalement quand vous regardez des modèles de compétences ou des modèles de leadership habituels, traditionnels, il y en a plein, ils sont très bien d'ailleurs, mais il y a une vision assez statique, c'est-à-dire on va dire ok, il faut que la personne ait telle qualité de leadership, etc. Pour être considéré comme un potentiel, et finalement on va se mettre en place des procédures d'évaluation, des assessments pour dire la personne devrait être là aujourd'hui elle est là, est-ce que le gap est grand? Et s'il est trop grand, non, c'est pas possible. Là, le modèle qu'on propose, c'est de dire, d'ailleurs, vous voyez, il n'est pas du tout managérial, c'est appliqué à des gens qui n'ont pas applicable à des gens qui n'ont pas de responsabilité managériale, y compris des jeunes talents. Donc, la question, ça va pas être de se dire est-ce qu'il est déjà prêt, mais plutôt est-ce qu'il a les ingrédients pour faire le chemin, le parcours, qui vont l'amener jusqu'à des positions de responsabilité assez hautes. Donc, c'est un modèle moins statique, plus dynamique en fait. Il ne s'agit pas d'avoir tous les ingrédients et d'être déjà prêt, il s'agit de voir si on repère les signaux faibles qui permettent à ces personnes de progresser jusqu'à des niveaux importants dans l'entreprise, de faire face à des situations critiques. Okay. Alors, si un collaborateur peut correspondre à plusieurs profils, comment adaptez-vous le management de cette personne? Ok, en fait,
Alors, je suis pas sûr de... déjà, je vais essayer de répondre, mais si je réponds à côté, préciser votre question. Comme toujours, il s'agit d'un modèle. Donc, on l'a déterminé en travaillant avec un certain nombre de clients. Il y a quand même beaucoup de données derrière. Avec 4000, c'est pas mal pour ce type d'études. Mais ensuite, quand on l'a déployé dans d'autres entreprises, dans un cas sur deux, on a utilisé ce modèle. Dans un cas sur deux, on l'a adapté, en fait. Donc ça reste important, et on va le voir, on va revenir dessus un peu plus loin, ça reste très important de ne pas forcément chercher à faire du copier-coller, mais de vous assurer que le modèle parle à votre stratégie, à vos valeurs, à ce qui peut déterminer effectivement la réalité d'un talent chez vous, en fait. Donc hiérarchiser ces critères en fonction des profils, c'est possible. Je ne peux pas vous dire, voilà, il y a un critère qui compte plus, mais on peut le hiérarchiser dans des cas particuliers ou même les adapter et les changer si c'est nécessaire. Alors, je vais laisser la parole à Ludovic pour vous donner un exemple concret justement de ce qui a été fait dans une entreprise, comment ce modèle a été utilisé très concrètement et qu'est-ce qu'on a pu en retirer. Exactement. Et puis, comme Daniel et Émilie, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on essaie effectivement avec Thomas d'y répondre tout de suite. Alors, voyons effectivement un cas concret. Alors, c'est un cas qu'on a pris pour une entreprise qui est dans la grande distribution. Le contexte, quel est-il, puisque du coup l'entreprise utilise toujours la solution aujourd'hui. L'objectif était en fait de pouvoir identifier parmi les managers de rayon avec 2 ans d'expérience, ceux qui ont le potentiel à devenir dans les 5 ans managers d'hypermarché ou des postes en entreprise de niveau équivalent. Comment l'entreprise fonctionnait pour identifier les collaborateurs avec ce potentiel? 2 critères. La performance du collaborateur. Donc il y a en fait 5 niveaux de performance, A, B, C, D, E. A étant le niveau le plus élevé de performance, E étant le niveau le moins élevé. Et puis après, c'était en management, en talent review. En fait, dans les discussions, le manager, toujours, qui disait, effectivement, oui, tel collaborateur, il a le potentiel pour, du coup, progresser et évoluer. L'entreprise s'est rendue compte que, finalement, c'était un processus qui manquait quand même de fiabilité, parce que, du coup, on n'avait qu'un élément tangible, la performance, mais toujours quand même un système qui reposait beaucoup sur l'appréciation du manager, en fait, du N+1. Comme disait Thomas, performance n'est pas forcément égale à capacité à prendre des postes à dimension plus élevée. Donc on a été sollicité pour justement voir qu'est-ce qu'il était possible de faire pour avoir un filtre supplémentaire pour s'assurer que ceux qui rentraient dans le programme de talent, du coup, avaient effectivement toutes les capacités à réussir ce programme. Et donc du coup c'est dans ce cadre-là que le modèle qu'on a vu précédemment avec les 6 facteurs a été étudié et adapté, façonné pour correspondre effectivement aux attentes de l'entreprise et à ce qui était attendu d'un directeur d'hyper ou de poste de niveau équivalent. Alors l'idée c'est de vous montrer aussi comment le modèle a été appliqué, à quel moment et quels en a été les résultats. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, comme je le disais avant, que le modèle soit appliqué, le modèle Talent Indicator, il y avait une forte corrélation entre le niveau de performance et le potentiel, puisque du coup, forcément, les collaborateurs managers de rayon avec la plus forte performance étaient aussi ceux qui avaient le plus fort potentiel, donc qui étaient sélectionnés pour entrer dans le programme de développement. Et puis, tous ceux qui avaient un niveau de performance moyen, donc dans l'entreprise c'était à partir du niveau C, avaient aussi, et un niveau de potentiel moyen était forcément écarté. Du coup, si vous vous rappelez un peu la 9box qu'on a vu tout à l'heure, on pouvait passer finalement à côté de pépites, en fait, de collaborateurs qui n'avaient peut-être pas, certes, aujourd'hui un niveau de performance qui les démarquait, mais qui avaient quand même les ressources et le potentiel pour évoluer. Et puis, on pouvait aussi sélectionner des collaborateurs qui avaient peut-être de très bonnes performances, qui étaient des stars, mais qui étaient arrivés à un niveau où ils ne pouvaient plus accéder à des postes avec plus de dimensions. Donc, en fait,
en appliquant le modèle du Talent Indicator, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? C'est qu'on a pu justement avoir des profils qui se sont distingués et puis d'autres qui ont été rejetés. Parce que en appliquant le Talent Indicator, qu'est-ce que l'on fait? Et on verra un petit peu tout à l'heure comment le modèle est appliqué concrètement, mais on peut définir justement un seuil, c'est-à-dire une sorte de benchmark, de note de potentiel, où on peut voir à partir de quel moment on a un individu qui aura ses capacités à progresser, à aller plus loin. Et pour l'entreprise en question, on a pu voir que le seuil de potentiel était fixé du coup à 3,80 et on a pu voir ainsi que des individus avec un niveau de performance peut-être moyen pouvaient quand même avoir le potentiel pour accéder à des postes plus élevés. Et du coup aussi, des individus qui avaient peut-être, selon les managers, le potentiel pour progresser, avec le Talent Indicator, on pouvait voir qu'ils n'étaient pas encore prêts. Et ce qui a été du coup intéressant, c'est que on a pu confirmer donc, les stars, les top performers, mais identifier aussi des challengers, donc ceux qui étaient juste en dessous du benchmark, et puis les talents émergents, c'est-à-dire ceux qui avaient un niveau de performance aujourd'hui moyen, mais qui ont tout le potentiel pour progresser. Alors, il y a une question de Hélène, est-ce qu'on peut booster le potentiel? Alors, effectivement, on peut accompagner en fait les individus à progresser, à se développer dans leur métier. Alors après, le potentiel, c'est aussi un mélange de qualité intrinsèque, comme on le voyait. Booster le potentiel, aider quelqu'un à se développer, c'est possible, mais booster la motivation, par exemple, qui est un élément dans le potentiel, c'est quelque chose qui peut être délicat. En fait, l'un des éléments qui distingue un modèle de potentiel d'un modèle de compétences classique, c'est notamment, entre guillemets, la développabilité des critères. C'est-à-dire que on est sur des critères difficiles à développer. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Et donc, ce qu'on vous montrait tout à l'heure sur les facteurs de déraillement ou ce type de choses, évidemment qu'on peut aider quelqu'un à prendre conscience de ça, à débloquer certains freins, mais il faut être clair sur le fait qu'on est sur quelque chose de moins facile à faire bouger que des compétences classiques en fait. Voilà, donc par exemple sur un plan cognitif, si c'est sur ce plan-là que ça bloque, vous pouvez faire du sudoku toute la journée, ça ne changera rien. Voilà. Concrètement, effectivement, comment on évalue les différentes dimensions? C'est au travers d'un outil qui fonctionne effectivement comme un 360 que l'on va voir d'ici quelques instants. Juste pour terminer sur cette application, ce cas concret, donner aussi un petit peu des résultats. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors l'outil a été positionné justement à un moment où, voilà, après les talent review, on passait tout le monde au cri du Talent Indicator pour voir qui effectivement rentrait dans le programme, parce que ce qu'il faut voir derrière, Thomas parlait du ROI aujourd'hui, quand il y a en place une politique de talent, mais il y a effectivement des investissements qui sont forts, puisque l'idée c'est d'accompagner tous ces managers de rayon au travers tout un dispositif de formation enrichi et de formation certifiante, pour pouvoir justement avoir toutes les clés pour maîtriser leur futur poste en fait. Donc du coup l'idée c'était effectivement d'avoir suffisamment, je dirais, de verrous et de filtres pour s'assurer que les personnes qui rentraient dans ce programme-là avaient toutes les ressources pour aller au bout. Et quand on parlait aussi justement d'accompagnement derrière, dans la solution, c'est aussi avoir, après que l'outil soit passé, pour les managers opérationnels, les N+1 de ces managers de rayon qui ont été identifiés, de quoi aussi mener un entretien de développement pour aussi sur le terrain continuer à accompagner aussi dans le développement les collaborateurs tout au long du programme en fait. Donc voilà. Alors du coup l'idée c'était de vous montrer en fait un exemple d'utilisation du Talent Indicator. Donc là on a vu un exemple où c'était un outil supplémentaire dans la détermination des individus qu'on allait vraiment identifier et accompagner. Maintenant voilà, il y a plusieurs positionnements possibles et du coup c'est ce que tu voulais compléter, Thomas. Accélérer un petit peu parce que je vois qu'on est un petit peu en retard, désolé pour ça, mais alors voilà, il y a en fait
de deux grandes écoles dans le positionnement de ce type de dispositif dans des process de talent management. Donc je vous passe la description de toutes les colonnes parce que tout le monde sait lire, mais en gros l'idée c'est soit effectivement vous positionnez relativement en amont votre processus d'évaluation de détection de talent, c'est-à-dire les critères, les outils qui vont avec. C'est un modèle assez inclusif, c'est-à-dire vous voulez voir apparaître le maximum de personnes sur le radar et c'est quelque chose qui doit du coup alimenter votre talent review. Vous arrivez en talent review avec des munitions, des informations sur le potentiel et pas uniquement la performance et ça rend les talent review plus riches, plus objectives, ça rééquilibre le poids des managers. Soit effectivement, on est dans un modèle un petit peu plus sélectif, peut-être un peu plus élitiste aussi, et on dit non, on va déjà utiliser la talent review pour écrémer en fonction de tout un tas de critères, de prérequis, et on va mettre finalement les outils d'assessment plutôt en bout de process pour confirmer, valider l'entrée dans un vivier ou la sortie, ou en tout cas la non-entrée dans un vivier de quelqu'un. Et ça, on peut le faire effectivement avec différentes méthodes, qu'elles soient placées à des endroits différents du process. On va montrer deux principales approches. Je te laisse en parler peut-être pour ce qui concerne les assessment centers. Oui, donc effectivement, il y a l'approche Assessment Center où l'idée c'est de pouvoir évaluer tous les critères qu'on disait, donc la partie cognitive avec notamment des tests de raisonnement. Pour creuser la motivation, la personnalité, on aura des questionnaires de personnalité qui vont permettre d'interroger l'individu sur ses motivations profondes, ses préférences au travail. Donc là, on est sur la partie, je dirais, plutôt non visible. Après, pour la partie visible, les comportements, on va retrouver tout ce qui est mise en situation, donc des cas concrets au cours duquel on va pouvoir observer les individus. Dans cette catégorie, on retrouve aussi tout ce qui va être 360, puisque l'idée c'est d'interroger l'entourage professionnel de l'individu sur les comportements qu'il met en œuvre. Donc c'est une approche justement évaluateur pour sortir que de cette simple vision du manager en fait direct N+1. Et puis c'est aussi avoir des méthodes d'entretien, de questionnement qui vont permettre justement de creuser tout ce qui est le futur, c'est-à-dire d'un comportement actuel, comment je peux prédire que la personne pourra être performante dans le poste futur qui sera à responsabilité à dimension plus élevée. Donc on est vraiment sur un croisement des outils et des regards. Alors, concrètement, le Talent Indicator, et pour répondre notamment à la question de Sarah, comment cela fonctionne, c'est effectivement un outil qui fonctionne comme un 360. Et justement, pourquoi on vous propose de faire un zoom là-dessus et qu'on vient de vous parler d'Assessment Center et qu'on présente ça comme une alternative, c'est que l'Assessment Center, c'est effectivement la Rolls de la méthode d'évaluation et de détection, sauf qu'elle a aussi son coût, sa complexité, et que c'est pour ça qu'avec tous ces clients, notamment ceux pour qui il y avait effectivement un grand nombre d'évaluations à réaliser, on a voulu travailler sur la base du modèle qu'on a conçu sur une alternative plus simple en fait. Donc ça c'est ce que Ludovic vous présente. Oui. On n'oppose pas les deux méthodes, simplement elles ont leur avantage et leurs limites chacune. Donc effectivement l'idée c'est de pouvoir interroger l'entourage professionnel sur les dimensions du Talent Indicator, mais à la différence d'un 360 où on peut faire intervenir les pairs, les N-1, l'idée là c'est d'interroger que je dirais les managers, les senior managers, donc les personnes qui sont justement déjà à des niveaux plus élevés et qui sont en mesure de plus se prononcer sur cette notion de potentiel. Donc c'est traduire tous les critères qu'on a vus précédemment en phrases toutes simples, en 51 affirmations. Donc comme disait Thomas, une des forces de l'outil, c'est sa simplicité. Donc c'est un questionnaire qui prend 15-20 minutes de passation et qui à chaque comportement demande au répondant de dire si ce comportement a été souvent, constamment démontré par l'individu ou sinon au contraire si ça n'a jamais été démontré. Et la raison pour laquelle on exclut les pairs et les collaborateurs de ce dispositif, pour les pairs, c'est aussi quand dans un dispositif de détection de talent, il peut y avoir une rivalité aussi entre les pairs, donc ça biaise l'évaluation, donc on les exclut. Et notre expérience aussi, c'est que vous avez vu la subtilité, la complexité des critères, on s'aperçoit souvent que le N-1 n'est pas toujours à même d'arriver à se rendre compte, par exemple, du niveau de complexité, d'ambiguïté auquel est confronté
le talent. Donc en fait, souvent le feedback qu'on obtient de cette couche-là de la population est pas forcément intéressant en fait. Alors, j'en profite. Oui, on peut faire cohabiter le Talent Indicator avec le PAPI. C'est effectivement possible. Des exemples de ces 51 questions, on n'en aura pas là à l'écran, mais on est tout à fait disponible pour partager avec vous après ce webinaire. Le questionnaire est standard, donc il peut être utilisé en standard, mais comme disait Thomas, on peut tout à fait l'adapter, intégrer un modèle déjà existant aussi chez vous pour que ce soit plus parlant en fait avec vos profils, vos profils, oui. Et du coup, ce qu'on a comme résultat après la passation de ce 360, c'est un rapport, je dirais, très accessible où on a en fait cette ligne qui identifie en fait la note de potentiel au sein de notre entreprise. Alors, pour arriver à cette note, ce benchmark interne, on prend évidemment un pool de collaborateurs chez vous, donc qui sont sur les collaborateurs qu'on a identifiés qui doivent être accompagnés pour voir où se situe justement le seuil de potentiel sur ces 6 dimensions. Et vous avez donc à chaque fois dans les barres le positionnement donc du répondant du participant et des répondants, donc ceux qui l'ont évalué sur les 6 dimensions. Ce qui vous permet de voir le niveau aussi de conscience de soi. Est-ce que la personne est assez lucide justement sur ses capacités, ses comportements. Et vous avez en fait avec un code très simple aussi, couleur et visuel, donc la note Talent Indicator de l'individu, donc là qui est le premier carré, donc avec un code couleur jaune parce qu'on est juste en dessous du benchmark qui est à 3,52 dans l'exemple de ce rapport, un niveau de conscience de soi qui est moyen puisqu'on voit qu'il y a un décalage sur finalement 4 dimensions sur 6, un décalage assez important entre la vision de l'individu sur ce qu'il est capable de démontrer et ce que pensent les autres. Et par contre, un niveau d'accord élevé, c'est-à-dire que tous les répondants ont en général été d'accord sur la manière d'évaluer en fait la personne sur toutes ces dimensions. Donc vous avez vraiment un rapport qui est très, je dirais, parlant. Et l'idée, c'est pas de s'arrêter juste à la sélection, on est talent ou pas, mais bien évidemment d'accompagner en fait après les individus. Et effectivement, la participation du questionnaire fait l'objet après d'une restitution. Et l'idée, c'est de pouvoir justement, voilà, en fonction de ce qui a émergé, à voir avec donc l'individu les comportements, les minorité, ceux qui sont moins bien notés, et avec des conseils de développement pour voir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc, quand c'est un talent, entre guillemets, avéré, forcément, on a tout un processus d'accompagnement. Je prenais le cas dans la grande distribution, on a des formations qui vont rentrer en ligne de compte. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts, il y a également tout un accompagnement à mettre en place avec des activités, pourquoi pas aussi de formation, de coaching, de mentoring, etc. Mais on accompagne en fait le collaborateur. Et selon les entreprises, selon les dispositifs, on peut avoir des plans de développement, d'accompagnement qui sont repris par les opérationnels, par les N+1 directement, donc aider de ces conseils-là. Donc on peut les former aussi à prendre en main ce type de rapport et sous l'accompagnement de la RH, mettre en place des plans de développement. Après, ça peut être aussi rester qu'entre les mains des RH qui après reprennent le dispositif. Mais effectivement, l'idée c'est d'avoir un échange derrière pour faire vivre tout cela. Donc, le rapport est-il lisible par les managers sans formation préalable? Lisible, oui, sans formation préalable, du moment où ils peuvent les lire. Après, pour la prise en main, il faut quand même un accompagnement pour la prise en main, pour justement savoir comment interpréter les dimensions, qu'est-ce que ça implique derrière, comme toutes les stratégies de questionnement pour avoir un accompagnement approprié sur le terrain, en fait. En fait, ce qu'on veut éviter par rapport à votre question, Sarah, sur la prévention du rapport par les managers, c'est les écueils de type OK, il est en dessous du benchmark, donc non.
écarté, peu importe. Il y a besoin en fait, et souvent d'ailleurs c'est une plus-value importante de ce type de formation. Elles ne vont pas forcément être longues, mais on a besoin que les managers comprennent les critères, s'approprient en fait le référentiel, ce qui derrière dans leur pratique managériale va par ailleurs être très intéressant en fait, parce que du coup ils vont avoir une meilleure conscience de la différence entre performance et potentiel, et ils vont être du coup des acteurs dans les talent review plus ils vont faire des propositions plus éclairées en fait. Voilà. Donc si vous leur donnez le rapport, je pense que vous prenez le risque qu'il y ait l'écueil d'une utilisation à minima ou d'une mauvaise utilisation. Notre recours, c'est plutôt qu'il y ait effectivement une formation. Et dans cette prise en main, on peut tout à fait aussi former entre guillemets les RH à justement la prise en main du rapport et après vous déployer en interne directement auprès des managers. C'est également possible. Alors est-ce qu'il y a doublon avec l'entretien professionnel? Pas doublon. En fait, ce type d'approche peut venir justement enrichir l'entretien professionnel, vous donner encore plus de matière, d'éléments, et même pour le collaborateur, avoir plus de billes, de leviers sur lesquels justement s'appuyer pour continuer à travailler la suite de sa carrière. Donc effectivement, je vois qu'on est arrivé au slide des questions, mais on a répondu spontanément à celles qui arrivaient sur le chat. Je reviens à une question peut-être. Il y avait une question sur la cohabitation entre le PAPI et le Talent Indicator. Donc on vous a répondu que oui, c'était possible. Peut-être juste pour préciser la réponse sur le comment en fait. Vous allez voir apparaître avec un modèle comme le Talent Indicator, là où la personne se positionne sur différents critères. Ce qu'un outil de personnalité va vous aider à voir en plus, c'est pourquoi. Je prends un exemple récent que j'ai eu, quelqu'un qui, sur les critères d'influence, en fait, avait effectivement des retours de son équipe qui étaient assez négatifs, sur le fait que la personne n'était pas transparente, voire un peu manipulatrice dans sa façon de faire. Et en fait, en regardant les réponses à l'outil de personnalité, on s'est aperçu que c'était une personne qui avait une très forte volonté d'influencer, mais en fait un très faible besoin d'exprimer son point de vue. Donc elle le faisait toujours avec des stratégies très indirectes en fait. Et donc voilà, on a travaillé finalement sur la question de la transparence dans la communication pour que ses intentions soient plus lisibles. La personne ne cherchait pas à manipuler, c'est juste qu'elle s'y prenait avec l'approche du billard à 3 bandes à chaque fois en fait. Et donc, du billard à 3 bandes. Ah, billard à 3 bandes, d'accord. Je vais taper là pour essayer d'arriver. D'accord, ok, d'accord. Pas de billard, Ludovic? Non, pas trop, non. C'est pas indispensable. Ça ne nuira à aucun moment à ta carrière, Ludovic. Mais voilà, c'est la question de la transparence est ressortie grâce en fait à ce qu'on a pu voir sur l'outil de personnalité. Et donc le PAPI peut aider à modérer ou à préciser, ou en tout cas à comprendre ce qu'il y a derrière les résultats du Talent Indicator. Alors dans quelle taille d'entreprise on a plutôt mis en place cette démarche? Pour le coup, c'est vrai que c'est pensé quand on modélise pour pouvoir derrière déployer avec un volume relativement élevé, mais en fait c'est pas forcément fait pour industrialiser, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un modèle qui est là, qui est clair, on peut l'utiliser. La seule chose qui va peut-être changer dans le fait de le faire avec des entreprises de grosse ou de petite taille, dans les entreprises de grosse taille, elles vont souvent vouloir internaliser le dispositif, c'est-à-dire être formées à faire tourner tout ça toute seule, et on va le faire. Dans les entreprises de plus petite taille avec une volumétrie moindre, en général, elles vont nous confier l'évaluation de leur talent. Des grosses entreprises le font aussi, mais voilà, ça va souvent être quelque chose. L'outil peut rester identique, simplement la façon de l'utiliser va varier. Temps énervément sur la mise en place, formation des RH. Ouais, ok. Alors là aussi, il n'y a pas un modèle taille unique, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont souhaité, par exemple, nous confier l'utilisation, personne n'a à former, personne à l'accompagnement est simple, il faut quand même communiquer sur le dispositif, mais Cubix prend tout en charge. De l'autre côté du continuum, il y a les entreprises qui ont voulu effectivement se former totalement. Donc dans ces cas-là, soit elles ont formé leur équipe RH uniquement, soit elles ont formé leur équipe RH et les managers à la lecture, à la compréhension du rapport. Ça peut être les équipes RH qui forment les managers, on peut aussi faire des formations de formateurs, mais dans tous les cas, ce qu'on vous conseille, c'est ne déployer pas un outil, parce que de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, un outil tout seul
ne va pas renforcer votre dispositif, ça va améliorer la qualité de l'évaluation, mais il faut qu'il puisse être compris, intégré à un dispositif plus large. Donc si les managers ne s'approprient pas les critères, donc ne comprennent pas la différence, performance, potentiel, challenge votre outil éventuellement, voilà, il y aura un problème. Donc il y a besoin effectivement qu'ils puissent comprendre comment ça marche, à quoi ça sert, comment on décrypte, comment on met en perspective les résultats de cet outil avec tous les autres critères que vous aurez à embarquer, parce que quoi qu'il arrive, il y en a d'autres à embarquer. Tout à l'heure, on a parlé de compétences techniques, de mobilité géographique, de performance préalable. Donc voilà, il y a un poids à donner à ça dans le dispositif, mais dans l'équation, c'est évidemment pas la seule variable. Donc souvent, on recommande de commencer par un pilote, de faire un benchmark chez vous. Donc en fait, il y a tout un tas d'étapes quand on va déployer un outil comme ça qui permettent en fait petit à petit que l'outil trouve sa place dans vos processus et que les parties prenantes se l'approprient. C'est pas comme un test de personnalité où ok, je forme 5 utilisateurs et après voilà, c'est très simple, ils l'utilisent sur le candidat. Là effectivement, il y a des parties prenantes, il y a des enjeux dans le dispositif, on va parler de faire ou pas rentrer des gens dans le vivier, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne rentrent pas, comment on explique. Donc il faut que tout le monde soit bien clair, soit bien aligné. Voilà, sur la nature de l'outil, sa place dans le processus, son poids dans le processus. Okay, c'est tout ça qu'on traite dans la formation, c'est pas juste la lecture du rapport. Voilà. Mais après, en fonction de de la maturité de votre propre processus de gestion des talents, on peut adapter le contenu et la durée de la formation. On a une formation avec un programme standard, mais très souvent, on va l'adapter à vos problématiques spécifiques. On ne va pas faire la même chose avec une entreprise qui part de zéro et une entreprise qui a déjà des process relativement matures, mais qui veut juste les renforcer avec un outil plus structurant, plus objectif, en fait. Merci de ce retour, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. On a pas mal dépassé. Alors merci pour avoir tenu le coche. Je vois qu'il y a encore des questions, donc on les attend. Ou des remerciements. On les prend aussi, c'est ok. Ça va. Merci en tout cas. Évidemment, enfin voilà, vous pouvez rester en contact avec Qubix et nous faire signe si vous souhaitez prolonger les échanges. On sera évidemment ravis de le faire avec chacun d'entre vous. À notre tour de vous remercier pour votre présence et votre participation active. Et à très bientôt, puisque Qubix anime régulièrement des séminaires sur WebIKEO. Le prochain, j'ai pas la date en tête, mais portera sur le thème de l'analyse prédictive et toute la question des big data et comment, notamment avec les outils d'évaluation, on peut améliorer la prédiction, là encore, dans des processus de gestion de talent, de recrutement, de présélection. Voilà, donc à très très bientôt. Merci à tous et puis voilà, n'hésitez pas vraiment à nous contacter, nous sommes joignables pour les points qui sont encore à éclaircir, à revenir, si vous voulez voir les exemples d'affirmation, nous n'hésiterons pas à les partager avec vous. Excellente journée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.